bienvenue à cette cérémonie des talents CNRS 2023. Merci pour votre présence. Nous allons commencer cette cérémonie avec l'accueil de Nathalie Dampnier, présidente de l'Université Lumière Lyon 2, qui nous accueille aujourd'hui. Bien, il me revient donc le plaisir de vous accueillir et le plaisir également de procéder aux salutations protocolaires, ce qui épargnera du travail à ceux qui me suivront à ce pupitre. Alors, je salue évidemment le recteur délégué à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, même s'il n'est pas encore là, mais ne va pas tarder à nous rejoindre. Monsieur le vice-président de la métropole, je ne sais pas s'il n'est déjà là, je n'ai pas aperçu. Messieurs les administrateurs délégués régionaux, présidents de centres et directeurs d'instituts des organismes de recherche, monsieur le délégué régional du CNRS, cher Laurent, mesdames les présidentes, vice-présidentes, directrices, messieurs les présidents, vice-présidents, directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, mesdames les directrices et messieurs les directeurs des laboratoires de recherche, chers lauréats et lauréates des médailles CNRS, chers collègues, je suis évidemment ravie d'accueillir à nouveau cette année cette remise des médailles du CNRS pour la délégation Rhône-Auvergne. Nous l'avions déjà fait l'année dernière, je crois, ou certaines années précédentes. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et un plaisir d'honorer ici, au sein de l'Université Lumière Lyon 2, ces talents que viennent récompenser les médailles d'argent, de bronze, de cristal, de l'innovation, cette année avec un nombre de médailles, vous le voyez, qui fait que la chaire n'est sans doute plus tout à fait assez grande pour toutes les recevoir. Évidemment, je suis très fière que parmi les lauréats et lauréates figurent des collègues qui relèvent d'unités mixtes de recherche dont l'Université Lumière Lyon 2 est également tutelle. Mais plus largement, je crois qu'il faut saluer la dimension collective de ces médailles. En effet, j'ai été frappée, j'espère que cette soirée ne me fera pas mentir, j'ai été frappée à chaque fois que des médailles ont été remises, à chaque fois qu'il m'a été donné d'entendre des discours de lauréats et lauréates, de l'accent qu'elle mettait sur cette dimension très collective finalement de la récompense, de l'accent qui était mis sur le fait que c'était toute une équipe qui derrière elles et eux était impliquée dans ces succès. Je crois que c'est important de le souligner, notre activité scientifique, notre activité de recherche est d'abord une activité éminemment collective et cela n'enlève évidemment rien au mérite et au talent des lauréats et lauréates, je veux le souligner, mais c'est bien entendu toute une communauté qui est mobilisée pour faire avancer la recherche, pour faire avancer l'innovation et la médiation scientifique. Je vous souhaite donc une très très bonne après-midi et soirée de remise des médailles à toutes et à tous. Et pour ouvrir cette cérémonie, Laurent Barbieri, délégué régional du CNRS Rhône-Auvergne. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Université Lumière Lyon 2, chère Nathalie, non seulement de nous accueillir, mais également de m'avoir fait gagner quelques précieuses minutes, ainsi qu'à tous nos invités dans l'énoncé des accueils protocolaires. Nous sommes donc réunis ce soir pour mettre à l'honneur des scientifiques lyonnais qui sont parmi les plus brillants, il faut le dire, et on va le découvrir, et on va essayer de comprendre, on va tenter de comprendre leurs travaux. Avant cela, si vous le permettez, je voudrais rappeler le sens et la signification de ces médailles. La médaille d'argent, c'est une médaille qui honore des chercheurs et des chercheuses qui sont déjà reconnus sur le plan national, sur le plan international très souvent. Et ce soir, ils sont au nombre de 3, ils et elles sont au nombre de 3, ce qui est absolument spectaculaire. La médaille de bronze, quant à elle, met en valeur une recherche qui est déjà bien engagée, qui est prometteuse. En général, des collègues qui sont
au démarrage, à l'initiation de leur carrière, mais qui déjà ont des résultats tout à fait impressionnants. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous 7 lauréats ce soir. Et une nouvelle fois, c'est un chiffre très élevé. Et puis la médaille de cristal, c'est une médaille qui récompense les ingénieurs, les techniciens qui accompagnent la recherche de manière exceptionnelle. Et on peut voir qu'on a donc une égale dignité des chercheurs, des ingénieurs dans cette action de concours à la recherche. C'est quelque chose qui est très important pour le CNRS. Nous avons 4 lauréats ce soir. D'autres médailles ont déjà été remises et qui honorent des collègues du site. Alors vous ne les verrez pas ce soir parce qu'ils ont été remis à Paris. Donc le Cristal Collectif notamment, qui distingue habituellement des personnels d'appui à la recherche, qui ont mené des projets de maîtrise technique, qui ont une dimension collective, des applications, une innovation, un rayonnement. Et une collègue ingénieure d'études à la délégation Rhône-Auvergne, Charline Toulgui, fait partie d'une équipe qui a été récompensée par un Cristal Collectif et qui s'est vu remettre ce prix à Paris. Et je tenais à la féliciter, même si elle est bien sûr pas récipiendaire ce soir. Également remise à Paris la médaille de l'innovation à Patricia Roussel, qui est spécialiste de la régénération de la peau, qui est directrice de recherche au laboratoire biologie tissulaire et d'ingénierie thérapeutique, l'unité CNRS, Université Claude Bernard, Lyon 1. Et puis, nous n'oublions pas, même si nous sommes sur le site de Lyon-Saint-Étienne, nos collègues de Clermont-Ferrand, qui est un site important, évidemment, pour le CNRS en Rhône-Auvergne, avec Marion Garçon du laboratoire Magma et Volcan, et qui a reçu une médaille de bronze le 2 novembre. Alors, si vous le permettez, à nouveau, je voudrais m'adresser ce soir à l'ensemble de nos lauréats. D'abord pour vous remercier pour votre implication, pour votre contribution à l'avancée des connaissances. Et ces brillants travaux que vous avez menés illustrent à merveille la devise du CNRS que porte le président directeur général Antoine Petit. Non, c'est pas un pour tous, tous pour un, c'est la recherche fondamentale au service de la société. Et je crois que vraiment, on a ce soir une des plus belles illustrations. Alors, cette cérémonie des talents vous honore ce soir. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour cela. Mais avec vous, c'est aussi toute la richesse, la diversité thématique humaine de la communauté scientifique du site de Lyon-Saint-Étienne qui est révélée. Et cette distinction conforte aussi, d'une certaine manière, le prestige des laboratoires, du CNRS, mais à part égale, avec l'ensemble des tutelles, les universités, les écoles, sans oublier les autres organismes nationaux de recherche, avec lesquels nous sommes co-tutelles. Et en effet, c'est au sein des unités mixtes de recherche, cet objet bien spécifique de la recherche française, qui pourrait faire l'objet d'un brevet français peut-être. C'est au sein de ces unités mixtes de recherche que les 9900 chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, près de 10 000 donc, du site de Lyon-Saint-Étienne, complémentaires, possédant parfois des nationalités différentes, et vous allez le voir ce soir, employés par des établissements divers, eh bien, ces collègues collaborent, mènent des projets et ils innovent. C'est quelque chose d'absolument remarquable. Et la promotion de ce soir, je l'ai dit, est celle des records. Oui, c'est un record. On a bientôt plus de place sur cette table. Un palmarès de 14 récompenses, une pluridisciplinarité, une palette d'acteurs qui va nous faire voyager, vous faire voyager à travers tous les champs de la connaissance, les mondes antiques, l'ingénierie des matériaux, la géographie, l'archéologie, l'informatique, la physique atomique et moléculaire, les biotechnologies, la génomique, j'ai presque fini, la chimie théorique, l'instrumentation scientifique, les outils d'analyse. On a pratiquement toute la palette des thématiques de recherche présentes sur ce site, c'est la totalité. Ce moment que nous avons partagé, évidemment Nathalie l'a dit, elle a été très sensible à cet aspect, et moi aussi, c'est avant tout l'occasion de donner à voir des aventures qui sont des aventures humaines, même si on parle de science. La joie de nos lauréats, bien sûr, mais comme ils se plaisent souvent à le rappeler, eh bien, leur mérite est partagé par leur équipe, par leurs collègues et puis par les proches qui les soutiennent et qui sont venus souvent les applaudir et les soutenir une nouvelle fois. Voilà donc la recette de la cérémonie des talents que nous vous proposons ce soir. Alors, une bonne dose d'admiration, de l'émerveillement à volonté, une grande variété de saveurs disciplinaires et puis, évidemment, comme toujours, c'est nécessaire qu'on ait une petite pointe d'émotion et elle est toujours présente. Le tout a été mitonné avec soin par les équipes techniques et les services communication de la délégation CNRS Rhône-Auvergne, et les équipes de l'Université Lumière Lyon 2, que je remercie et que je salue vraiment de façon marquée. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée aux côtés de nos lauréats. Et sur la formule consacrée, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouverte cette cérémonie des talents 2023 du CNRS en Rhône-Auvergne. Merci beaucoup.
Je m'appelle Sébastien Bution, je suis le responsable de la communication du CNRS en Rhône-Auvergne et je vais vous accompagner dans ce voyage. On va commencer par une médaille de bronze et par la discipline des sciences physiques. À chaque fois, les lauréats, vous allez les découvrir en vidéo. Et les recherches que nous allons découvrir maintenant, c'est celle de Seikat Nandi, qui est chargée de recherche CNRS à l'Institut Lumière Matière, un laboratoire CNRS, Université Claude Bernard, Lyon 1. Je suis chargé de recherche dans l'Institut de Lumière Matière depuis 2018. Mon domaine de la recherche est l'étude de la dynamique ultra rapide des électrons et des noyaux dans les atomes et des molécules en phase gazeuse. Pour étudier la dynamique ultra rapide, nous avons besoin des impulsions laser ultra courtes, des impulsions d'une durée femtoseconde, voire attoseconde. Le mieux, c'est que je vous montre. Attoseconde signifiait une milliardième de seconde. C'était court. Pour vous donner une idée, une attoseconde par rapport à une seconde, c'est la même chose qu'une seconde par rapport à l'âge de l'univers. Ceci nous permet d'observer les mouvements des électrons et des noyaux à temps réel, ce qui est fondamentalement important pour notre compréhension des constituants de la matière. Pour produire ces impulsions, j'utilise différents types de sources de lumière. Notre équipe de recherche s'appelle Dynamo, structure de la dynamique des édifices moléculaires. Ici, nous utilisons la génération d'harmoniques d'ordre élevé pour produire des impulsions de lumière ultraviolette extrême. Tout commence par ces lasers femtosecondes amplifiés fournissent des photons infrarouges. C'est le cœur de nos expériences ici. Nous l'avons scindé en deux parties, l'une pompe, l'autre sonde. La pompe est utilisée pour produire des impulsions de durée attoseconde avec des énergies de photons élevées. La génération d'harmoniques d'ordre élevé a lieu ici. En ce moment, nous utilisons du xénon pour produire les impulsions attosecondes. Vous voyez ici, il y a les harmoniques d'ordre élevé. Nous commençons avec des photons infrarouges d'une énergie d'1,55 électronvolts et à la fin, nous obtenons des dizaines d'électronvolts d'énergie de photons. Ceci peut ioniser presque toutes les formes de matière. Nous détectons les photoélectrons qui sont émis lors du processus d'ionisation à l'aide d'un spectromètre d'imagerie de vecteur vitesse. Par exemple, nous examinons les électrons émis par des atomes d'argon. Regardez les signaux qui changent à une échelle de temps attoseconde. Ce sont des expériences de relativement petite taille, mais robustes, nécessaires pour atteindre une stabilité à l'attoseconde. Je travaille également sur des installations de plus grande échelle qui mesurent des centaines de mètres de long. Par exemple, Fermi Elettrosynchrotron TS en Italie, qui a un laser à électrons libres où j'ai étudié différents aspects de la mécanique quantique du processus de photoionisation, tels que l'enchevêtrement quantique. Récemment, j'ai travaillé à l'European XFL à Hambourg pour étudier l'évolution ultra rapide de la structure des molécules complexes à l'aide des impulsions de rayons X femtosecondes. Tous ces projets nécessitent des chercheurs aux expertises différentes. Nous sommes une équipe interdisciplinaire ici à Dynamo qui m'a aidé à mener à bien ces projets efficacement. La médaille de bronze de CNRS est une forte reconnaissance à niveau national pour nos efforts à repousser les frontières de la science ultra rapide. Et pour présenter davantage ces travaux et les mettre à l'honneur, j'appelle Thierry Dauxois, qui est le directeur de l'Institut CNRS Physique. On ne dit plus INP, Institut de Physique, des sciences physiques, on dit CNRS Physique maintenant. À vous la parole. Merci Sébastien. Chers collègues, chers lauréats, chères lauréates, chère Nathalie, cher Laurent. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens à Lyon. Je suis lyonnais pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, j'y suis le week-end et c'est un plaisir d'y être un mardi et de faire un aller-retour express pour saluer les travaux de Seikat Nandi et Clotilde Comisamino dans la suite. Ces deux exemples éloquents de la richesse et du dynamisme et de l'attractivité de laboratoire lyonnais. 14 médailles. Il me semble, Sébastien, qu'il y a la place encore pour doubler. On peut faire à 28 l'année prochaine. Et c'est vraiment impressionnant de revenir et de le dire.
Donc, cher Clotilde, cher Saikat, donc je vais surtout parler de Saikat tout d'abord et puis après pour Clotilde. C'est un principe au directeur adjoint scientifique, on appelle ça le DAS dans notre jargon, que revient l'honneur de décerner la médaille de bronze ou le cristal. Mais Saïda Ghelati, qui est la DAS concernée, avait une réunion à Pise aujourd'hui très importante sur le projet Virgo, et donc il y avait une difficulté d'être en même temps à Pise et ici, et donc je lui ai proposé, avec plaisir, de venir vous remettre la médaille à sa place. Donc cher Saikat, ton parcours académique a été marqué dès le début par ton engagement envers l'excellence et ta passion pour la physique. La preuve en est le premier papier que tu as publié tout seul en 2010 dans American Journal of Physics, ce qui n'est pas commun pour un jeune physicien. Après, tu as obtenu un doctorat sur l'étude des collisions entre les ions fortement chargés et les petites molécules dans le prestigieux Tata Institute à Mumbai, que j'ai visité en février dernier, accompagné dans la délégation du PDG de CNRS. C'est un institut extrêmement brillant, vraiment. S'il n'est pas le premier, il est le deuxième, mais je pense qu'il est le premier, avec des doctorants. On recrute quand même les doctorants dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, donc je peux vous dire que la qualité est vraiment exceptionnelle, et les 3 jours que j'ai passés dans cet institut l'ont confirmé. De telle manière qu'on a lancé d'ailleurs un projet de collaboration avec le Tata Institute. Donc Saikat a rejoint la France en 2014 pour un postdoc au synchrotron Soleil en banlieue parisienne, où il a étudié la photoionisation des électrons de cœur dans les atomes et dans les molécules. Il est parti ensuite dans une petite ville de Suède, à Lund, où travaille une Française que la France, le monde a découvert cet automne, Anne Lhuillier, qui est prix Nobel de physique. Donc Saikat travaille dans son groupe pour se consacrer à l'étude du mouvement des électrons dans la matière à l'échelle de l'attoseconde. Donc il a dit très bien, un milliardième de seconde. C'est peut-être pas très parlant pour ceux qui ne sont pas physiciens, mais si on vous dit 1 milliard d'euros, ça semble beaucoup plus important. Bon, c'est juste le rapport, c'est 1 sur 1 milliard d'1 milliard. Donc en 2018, il est finalement revenu en France comme chargé de recherche au CNRS, et il a été rattaché à l'Institut Lumière Matière de Lyon, que l'on réduit à ILM. Donc Saikat Nandi est un physicien expérimentateur, spécialiste des processus ultra rapides, dans le sens le plus rapide que l'on connaisse dans les laboratoires de physique, notamment en lien avec les molécules, et notamment ceux induits par des photons de haute énergie, dans un domaine de recherche qui repose souvent sur des collaborations larges et qui utilise à la fois des installations à l'échelle du laboratoire, mais aussi sur de grandes infrastructures, comme le synchrotron Soleil. Saikat développe et mène 2 activités de recherche qui lui sont proches, que je vais me permettre de décliner rapidement. Ces travaux ont déjà produit des résultats de premier plan à l'échelle mondiale. Donc à l'ILM, Saikat Nandi utilise l'impulsion laser ultra brève dans le spectre de l'ultraviolet extrême pour étudier des dynamiques moléculaires ultra rapides et liées à des changements de symétrie, un domaine qui suscite un intérêt croissant en raison de ses implications fondamentales, mais aussi de ses applications potentielles. Il a joué un rôle fondateur et moteur dans une expérience complexe menée sur l'installation laser à électrons libres à Fermi à Trieste, qu'il a brièvement décrit à l'instant. Et cette expérience a permis pour la première fois d'habiller un atome par un photon dans le domaine de l'ultraviolet extrême, l'UVX. La notion d'atome habillé a été introduite par Claude Cohen-Kemji, qui est un prix Nobel de physique 97, qui est en très mauvaise santé actuellement et auquel je pense aujourd'hui. Donc les états habillés ne sont rien d'autre que la superposition cohérente des états découplés. Donc en présence du champ lumineux oscillant, les 2 états quantiques initialement découplés se couplent l'un à l'autre. Et donc la compréhension de ce mécanisme a permis des progrès spectaculaires dans la métrologie de précision, l'intrication quantique et les technologiques, qui sont des thématiques extrêmement à la pointe de la recherche et des innovations technologiques en France et de par le monde, mais la France est extrêmement bien placée. Jusqu'en 2022, ces expériences se limitaient aux sources laser allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Cependant, étudier l'interaction entre un système à 2 niveaux et une impulsion lumineuse unique de courte longueur d'onde demeurait un défi, et Saikat a utilisé un laser à électrons libres pour étudier l'interaction cohérente entre les atomes d'hélium et les impulsions UVX. Et un laser à électrons libres est un grand instrument, donc celui qui a utilisé le European X-Field, est un grand instrument qui fournit des impulsions de lumière dans le domaine UVX ou des rayons X. Et ces impulsions sont très intenses, généralement très cohérentes, comme celles délivrées dans le domaine UV visible. Donc ces résultats montrent qu'il devient possible de réaliser des expériences impliquant un couplage cohérent entre un champ laser et des cibles multi-électroniques, telles que les molécules et des nano-objets,
et cela ouvre la voie à des applications en imagerie à l'échelle moléculaire et au contrôle de réactions chimiques ou à l'optique quantique dans le domaine UVX et des rayons X. Donc bravo à toi, cher Saikat, c'est un début de carrière. Cette médaille est faite pour t'encourager, évidemment, et je suis persuadé que tu vas nous impressionner encore longtemps. Le CNRS et l'ILM sont très fiers de toi et heureux de t'avoir accueilli au sein de notre communauté. Je profite de cette occasion pour t'offrir ce livre, publié par CNRS Éditions et qui a été construit par CNRS Physique, qui s'appelle Étonnante physique. C'est un très bon cadeau de Noël, avec des articles de tous les médaillés physiciens des 3 dernières années, qu'ils soient médaillés de bronze, de cristal, d'argent, d'or, d'innovation, de médiation. C'est extrêmement intéressant, c'est vulgarisé, comme l'on dit, et dans la prochaine édition, dans 3 ans, il y aura ta contribution, Saikat. Je vais inviter Thierry Dauxois et Saikat Nandi à me rejoindre pour la remise de cette distinction. Je vous en prie. Well, I'm supposed to say a few things. I'll try to say it in French, given my bad accent, let's say. Ouais. Merci. Je n'ai jamais rien gagné de tel, donc c'est sympa. Ouais. C'est définitivement un effort de collaboration. Je ne l'ai pas fait seul. De nombreuses personnes, dont mes collègues de l'Université Lyon 1 et l'Institut Lumière Matière et mes amis m'ont aidé de manière différente. La plupart sont là, c'est sympa aussi. Ils méritent un grand merci de ma part. Je tiens également à remercier le CNRS de m'avoir proposé ce poste chercheur en 2018 et de m'avoir aidé dans mon parcours professionnel depuis. Merci aussi à la belle ville de Lyon pour sa bonne cuisine, son festival de cinéma, sa promenade au bord de la rivière qui me rappelle ma ville en Inde. Et merci à toutes et tous d'être là. Merci beaucoup. On continue notre voyage. Alors, on part pas si loin parce que je crois qu'on reste dans le même laboratoire, Institut Lumière et Matière. Vous êtes où, le laboratoire? Deux distinctions, c'est pas mal dans le même... Ah, voilà. Ah, c'est marrant, vous êtes rangés par discipline. La chimie, la physique. Ouais. Très bien, parfait. Alors, on continue notre voyage. On reste à l'Institut Lumière et Matière et on va découvrir en vidéo les travaux de Clotilde Combi-Zerbino pour une médaille de cristal. Lorsque j'avais 10 ans, il y a eu la découverte de la grotte Chauvet. Mon institutrice m'avait montré un reportage qui montrait que la physique et les techniques analytiques permettaient de comprendre le passé, comme par exemple la datation par le carbone 14. J'ai décidé que c'était ma voie, c'était fantastique. J'ai donc guidé mes études dans ce sens. Lors de mon DUT mesure physique et ma licence professionnelle en technique du vide et traitement des matériaux, j'ai découvert une appétence pour l'élaboration et la spectrométrie de masse. Aujourd'hui, mon métier me permet de faire tout ça. Le mieux, c'est que je vous montre. Après 10 ans au laboratoire de mesure du carbone 14, je suis arrivée à l'ILM et j'ai découvert la mobilité ionique et la spectrométrie de masse en tant que responsable technique d'un plateau de spectrométrie de masse de la plateforme ILM Tech. Il intègre des couplages développés par l'équipe Spectrobio, spectrométrie de masse, spectroscopie optique, à la pointe des développements expérimentaux. Il a aussi des instruments uniques, comme le spectromètre de masse à détection de charge et un tandem de spectrométrie de mobilité ionique et spectrométrie de masse. Quand on reçoit un nouvel instrument, il reste jamais intact bien longtemps. En effet, les 6 spectromètres de masse de différentes technologies, dont de la haute résolution,
peuvent être couplés à des lasers qui vont de l'UV à l'infrarouge. Le plateau a une expertise dans la caractérisation de nanoclusters et de complexes organométalliques et les études portent sur des dynamiques conformationnelles. Je collabore avec des équipes de recherche de différents horizons sur ces thématiques. Dans ce cadre, j'ai réalisé plusieurs développements technologiques. J'ai notamment élaboré une source d'ion de type nanospray, couplée à des mesures de mobilité ionique pour l'étude de complexes de protéines et de mélange de nanoparticules grâce à une co-construction entre chercheurs, mécaniciens et électroniciens. Suite à une collaboration avec le laboratoire Archéologie et Archéométrie de Lyon, nous développons un montage innovant pour une nouvelle méthode physico-chimique pour la caractérisation et la datation par carbone 14 des mortiers de chaux archéologiques. Il faut alors extraire le carbone de la chaux fixé dans la calcite néoformée lors de la prise du mortier. Nous combinerons une analyse d'imagerie élémentaire sur une grande surface couplée à de la spectrométrie de masse. Le système sera assisté par un réseau de neurones pour permettre l'extraction du carbone par un laser à haute résolution spatiale. Nous avons commencé par développer le réseau de neurones à partir de nos données élémentaires pour reconnaître les zones d'intérêt et ainsi guider notre laser. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'émulation du travail en équipe et relever des défis. Je collabore avec des personnes de différents horizons. Chacun a sa façon de construire sa pensée, mais lorsqu'on converge vers une idée, la solution en sera toujours plus riche. Et de nouveau Thierry Dauxois, directeur de l'Institut CNRS Physique. Donc je ne vais pas reprendre mon thème, je vais juste dire cher lauréat, vous le méritez. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de poursuivre cette cérémonie par la remise de la médaille de Clotilde, voilà, elle était là-bas. Donc avant de présenter ton parcours, Clotilde, si tu veux bien, je saisis l'occasion que tu m'offres, ou que tu nous offres, pour exprimer au nom du CNRS notre gratitude sincère envers le personnel d'appui à la recherche, qui par son travail et son dévouement participe à la pérennité et à l'excellence de la recherche française. Ces femmes et ces hommes dévoués incarnent l'âme même de la recherche, opérant dans nos laboratoires avec une créativité, une maîtrise technique et un sens de l'innovation qui sont tout simplement remarquables. Leur contribution, souvent discrète, mais déterminante, aux côtés des chercheurs et des chercheuses, est un pilier fondamental de l'avancement des savoirs et de l'excellence de la recherche française. Leur présence en nombre dans nos laboratoires est d'une spécificité bien française, reconnue et enviée par nos collègues étrangers. Spécificité qu'il nous faut savoir reconnaître et qu'il faut préserver. Je le dis d'autant plus fort que l'on remet tout en question aujourd'hui dans notre système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des améliorations, des simplifications de notre organisation, je peux en proposer des dizaines. Mais des éléments à préserver aussi, et la présence de personnel ingénieurs et techniciens dans nos laboratoires est essentielle. Sachons les préserver. Donc par leur expertise technique, ces artisans ouvrent des voies insoupçonnées et résolvent des problèmes complexes, tout en assurant le bon fonctionnement des infrastructures qui alimentent nos laboratoires. Leur travail acharné crée les conditions propices à l'innovation et aux découvertes scientifiques. Leur rôle essentiel mérite d'être reconnu et célébré et salué comme une force motrice cruciale derrière les réussites collectives. Donc, chère Clotilde, tu incarnes pleinement ce que je viens de dire et je suis très heureux de pouvoir le dire aujourd'hui à Lyon, en personne et devant toi. Après une formation universitaire que tu as esquissée rapidement, en mesures physiques, puis le diplôme sur la technique du vide et traitement des matériaux, tu as intégré en 2005 la plateforme nationale dite laboratoire de mesure du carbone 14, en tant qu'assistante ingénieur. Tu as ensuite rejoint l'Institut Lumière Matière en 2015, grâce à une mobilité du ministère de la Culture vers le CNRS. Tu prends alors la responsabilité technique du plateau de spectrométrie de masse de la plateforme ILMTech, comme tu l'as dit, plateforme que j'ai visitée il y a un mois tout juste, montrée par toi-même, avec l'équipe de direction menée par Philippe Dugour, que j'ai aperçu tout à l'heure, qui est là. Ce plateau est équipé de plusieurs spectromètres de masse à haute résolution et à haut poids moléculaire, couplés à de la spectroscopie optique et d'un montage couplant mobilité ionique, spectrométrie de masse et spectroscopie optique. Cet ensemble d'appareils est issu de développements techniques uniques en France, voire au monde, et offre la possibilité de caractériser des échantillons variés, allant de molécules biologiques à des nanoparticules. Au sein de cette plateforme,
Clotilde ne se limite pas à accomplir les tâches de maintenance et de calibration qui lui avaient été initialement confiées. Elle a mis au point de nouvelles méthodes d'analyse et développe en particulier des protocoles de caractérisation de nanoparticules en soutien à plusieurs équipes et plusieurs startups de l'ILM. Elle accueille des utilisateurs externes sur les spectros de la plateforme, visiteurs français et étrangers. En 2017, comme elle l'a brièvement expliqué, elle a développé une source d'ions de type nanospray. Ce travail a permis d'élargir le domaine d'application des expériences et a rendu possible l'étude de nouveaux complexes protéiques et de nanoparticules, ouvrant la voie à de nouvelles thématiques de recherche. À son retour d'un séjour en Australie, je crois, Clotilde a conçu une nouvelle ligne d'injection contrôlée de gaz pour développer la technique de réactivité ion-molécule dans des pièges à ions. Pour cela, elle obtient un financement de la Direction de la recherche et des études doctorales de l'Université Lyon 1, la fameuse DRED. Devenue ingénieure et forte de ses connaissances en caractérisation en carbone 14, elle fait le lien entre deux équipes de l'ILM, elle l'a dit, et le laboratoire d'archéologie et archéométrie. Donc, pour répondre à la problématique d'extraction ciblée de carbone d'un échantillon complexe du mortier archéologique, elle développe un montage novateur couplant la technique LIPS et la spectroscopie de masse. Elle est à l'initiative d'un projet ANR sur ce sujet qu'elle a codirigé et obtenu en 2022. En parallèle, elle participe au développement d'un nouvel outil innovant couplant l'imagerie élémentaire et moléculaire. Et ce projet a été financé en 2021 par le CPER Optolyse à hauteur de 450 kg. Je dis juste au moment de l'arrivée du recteur délégué qui a travaillé beaucoup pour le CPER. Les premiers résultats sont extrêmement encourageants et ouvrent de belles perspectives pour l'imagerie des tissus biologiques, par exemple. Chère Clotilde, bien que je m'arrête ici, je suis conscient que la liste de travaux innovants que tu as initiés et réalisés est encore longue et impressionnante, mais beaucoup plus courte que celle que tu développeras par la suite. En préparant ce discours, je n'ai pas perçu seulement des développements techniques, mais plutôt une forme d'art. Ta créativité, ta finesse et ta rigueur transparaissent clairement dans chacun de tes projets. Ce que je vois va au-delà de simples avancées techniques. C'est un témoignage de ton engagement passionné envers la recherche et de ton talent exceptionnel. Et je pense que la vidéo le montrait très bien. Je ne peux qu'imaginer l'ampleur de l'impact de tes réalisations eues sur la recherche. Ton travail ne se limite pas à des développements instrumentaux, mais porte en lui le potentiel de changer la donne, d'inspirer d'autres chercheurs et d'élever l'excellence dans ton domaine. Donc en te félicitant à nouveau pour ce que tu as accompli jusqu'à présent, je suis également enthousiaste à l'idée de voir de tout ce que tu réserves pour l'avenir. Ta passion et ton dévouement laissent présager de nouvelles réalisations qui continueront à nourrir la recherche expérimentale. Donc je t'offrirai aussi Étonnante physique, et tu auras la chance de le parcourir et de préparer le petit article pour dans 3 ans, à toi. Thierry, venez me rejoindre, venez aux côtés de Laurent Barbieri, délégué régional du CNRS en Rhône-Auvergne, qui va remettre cette distinction à Chloé, qui nous rejoint. Clotilde. Alors, je n'ai pas un ouvrage étonnant de délégation Rhône-Auvergne à vous offrir, j'en suis désolé, mais on va y penser pour l'année prochaine. On va tenter de ne... On n'a jamais fait tomber encore de médaille, hein. On va essayer de ne pas commencer cette année. Donc Clotilde, au nom du président, directeur général du CNRS Antoine Petit, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre ce cristal. Bravo à vous. Merci. Donc, je vous remercie et je remercie le CNRS pour cette médaille qui récompense avant tout, à mon sens, un travail collaboratif. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont contribué à mon parcours. Je commencerai par mes parents qui m'ont permis d'éveiller et développer ma curiosité, mais aussi mes sœurs qui ont suivi et parfois subi. Je remercie aussi mes collègues du laboratoire de mesure du carbone 14, de l'Institut Lumière Matière, de l'équipe Spectrobio, mes collaborateurs et mes amis qui m'ont formé, inspiré, soutenu et qui m'ont permis de relever des défis. Je remercie les assistants de prévention, le COPI, l'ILM Tech, les ingénieurs, les techniciens et les administratifs de l'ILM pour leur solidarité.
Je remercie aussi Philippe, Rodolphe, Fabien, Luc, Vincent, Anne et Christine de m'avoir donné la liberté d'essayer, quitte à me tromper. Je remercie les étudiants que j'ai encadrés, Paul, Adèle, Nicolas, Sarah, Charlène, qui m'ont beaucoup appris et avec qui j'ai évolué. Je remercie les amateurs de café et de thé, qui sont mes préférés, pour nos moments de convivialité qui me permettent à la science d'avancer. Je remercie la direction de l'ILM de m'avoir proposé pour ce prix sans m'en informer. Et enfin, je remercie mon mari Pierrick et mes enfants Lucine et Louis, qui sont mon soutien et ma force quotidienne, pour qui on a envie de faire bouger les lignes. Nous allons maintenant découvrir les travaux de Stéphane Stenman, chargé de recherche CNRS au laboratoire de chimie, qui va recevoir aujourd'hui la médaille de bronze du CNRS, donc laboratoire de chimie, qui est un laboratoire CNRS ENSL. Mon domaine de recherche, c'est la chimie computationnelle. Cela veut dire que j'effectue des simulations sur ordinateur pour prédire ou comprendre des réactions chimiques. Inscrit dans une filière d'économie au lycée, j'y ai découvert que j'appréciais au moins autant la chimie. J'ai donc fini par me décider pour des études de chimie. Au moment de choisir mon sujet de thèse, j'ai décidé d'abandonner la paillasse au profit de l'ordinateur. J'ai pu construire un projet de recherche qui exploite mes compétences en développement de méthodes et mon intérêt pour les réactions chimiques pour m'attaquer à l'électrocatalyse. C'est le domaine de la chimie qui exploite le courant électrique pour produire des molécules d'intérêt telles que l'hydrogène, les monomères pour des plastiques ou encore l'ammoniac pour les engrais. Le mieux, c'est que je vous montre. Dans mon domaine, les réactions dites catalytiques ont lieu sur une surface appelée le catalyseur, tout comme dans un pot d'échappement. La surface permet d'accélérer considérablement les réactions souhaitées, telles que la production d'hydrogène. Le but de mes recherches est avant tout de mieux comprendre pourquoi certains matériaux chers, tels que le platine, sont de bons catalyseurs, alors que d'autres, moins chers, tels que le cuivre, ne marchent pas bien. L'espoir derrière cet objectif, c'est qu'une compréhension des matériaux connus permet de prédire des catalyseurs meilleurs et donc de pouvoir produire de l'hydrogène et des plastiques renouvelables à partir de l'eau et de la biomasse. Pour arriver à cette compréhension, j'étudie les réactions élémentaires en simulant le comportement des atomes et de leurs électrons. La simulation d'une réaction en phase gaz, telle que dans un pot d'échappement, est bien maîtrisée. L'enjeu, c'est d'arriver à une facilité et un réalisme comparables pour l'électrolyse de l'eau, où l'électricité permet de casser des molécules d'eau pour libérer de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Mes développements ont permis d'arriver à une description plus réaliste de ces réactions, en prenant en compte le milieu aqueux et l'influence réelle de l'électricité dans ces réactions. Ainsi, mes calculs contribuent au développement du stockage d'énergie renouvelable, tel que le solaire ou l'éolien, sous forme par exemple d'hydrogène. Ce que j'apprécie dans mon travail, c'est la stimulation intellectuelle qui résulte des différents points de vue. Un étudiant n'a pas les mêmes questions qu'une chercheuse établie et une théoricienne pas les mêmes qu'un expérimentateur. Et pour le meilleur ou le pire, la réalité est tellement complexe que le compromis entre le coût computationnel d'un modèle et sa capacité à expliquer le monde va rester d'actualité encore pour très longtemps. Et pour parler de ces travaux, Mehran Mostafavi, directeur adjoint scientifique de CNRS Chimie. Monsieur le recteur, Madame la Présidente, cher Laurent, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de revenir à Lyon. J'étais ici pendant un moment à DSR et je suivais la situation de cette ville qui est très active et toujours avec beaucoup de dynamisme. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de revenir et reconnaître certains membres de ce site. Voilà, donc Stéphane est comme ça a été montré dans le film, est un jeune chimiste théoricien
Vous avez vu que la chimie vient après la physique, hein, toujours. Donc, et ce sont les lois de la physique qu'on utilise pour comprendre la chimie, c'est normal. Donc, c'est un chimiste qui a un parcours exceptionnel. Il a fait après sa thèse, a fait plusieurs postdoctorats à l'étranger, en terminant, je pense, en Californie, et revenu ici pour travailler dans le laboratoire de chimie de l'ENS de Lyon, un excellent laboratoire, un lieu où vraiment la science progresse pour ce qui est la chimie. Il est très autonome et loin d'être purement académique, ses recherches permettent d'appréhender des thématiques sociétales d'importance, notamment la production et le stockage d'énergie par des approches novatrices. Vous savez, le CNRS, on aime bien de dire la recherche fondamentale au service de la société, et là, je pourrais dire la recherche très fondamentale au service des enjeux très importants de la société, en particulier l'énergie. Donc, les activités de recherche de Stéphane, portant sur le développement de méthodologiques, c'est ça qui est important en chimie théorique. C'est pas utiliser les applications qui sont disponibles pour décrire, mais de faire progresser par la méthodologie ces connaissances théoriques. En modélisation moléculaire, des interfaces solide-liquide ou solide-gaz, donc en lien direct avec les problématiques de l'électrocatalyse hétérogène. D'un point de vue des applications, les activités de Stéphane sont focalisées sur la production d'énergie renouvelable. Donc l'énergie renouvelable, l'enjeu extrêmement important de notre société. Elles ont notamment porté sur la production des dispositifs photoélectrocatalytiques pour la production et le stockage d'énergie électrique à partir de la lumière solaire. Production d'hydrogène, production de molécules d'intérêt, de réduction du CO2, etc. L'exploitation et la conversion de biomasse à bas impact environnemental et sociétal comme source d'énergie et de composés chimiques qui sont obtenus avec succès. Il a été recruté, Stéphane, en tant que chargé de recherche au laboratoire de chimie de Lyon, de l'ENS de Lyon, depuis 2016. Depuis son recrutement en tant que chargé de recherche au CNRS, il a su développer sa thématique de la recherche de manière autonome en devenant très nettement un des leaders français reconnus dans la simulation de la catalyse hétérogène. Donc il n'y a pas d'exagération dans ces mots. Ceci est témoigné aussi par le nombre impressionnant des publications, une centaine de publications et des brevets, et il est très fortement cité par un nombre extrêmement important d'articles à comité de lecture, et avec bien sûr un nombre très important d'invitations dans les conférences internationales. Il fait aussi preuve d'encadrement, d'activités d'encadrement, avec 8 doctorants au total, donc ce qui est vraiment très important pour un jeune chercheur, preuve d'un investissement dans la formation par la recherche. La force des travaux de Stéphane a été montrée la nécessité d'une vision multi-échelle de l'électrocatalyse pour pouvoir obtenir des outils de simulation fiables et prédictifs. Stéphane est donc un jeune chercheur remarquable qui mène avec un fort dynamisme des recherches prometteuses et de grand intérêt suscitant reconnaissance naissante indéniable au niveau international. Je suis donc très heureux aujourd'hui, au nom du PDG du CNRS, d'être ici et lui décerner la médaille. Encore une fois, bravo et toutes les félicitations du CNRS. Nous sommes fiers de la présence des chercheurs comme toi dans nos laboratoires. Je vais inviter notre lauréat à nous rejoindre et à Mehran Mostafavi à rejoindre le bas de la scène, de la chaire, pour procéder à la remise de distinction.
Au nom du PDG, Antoine Petit, je te décerne cette distinction, la médaille de bronze. Je remercie bien sûr le CNRS de m'avoir décerné cette médaille et de cette belle cérémonie. Mais il faut quand même aussi et avant tout remercier mon épouse, parce que sans elle, j'aurais probablement même pas connu le CNRS, je ne connaissais pas son existence. Elle m'a dit que c'était un organisme formidable et elle avait raison. Après, il fallait quand même trouver un moyen d'entrer au CNRS. Et sur le chemin vers ici, je me suis rendu compte que ça fait pile 10 ans que j'ai essayé la première fois de rentrer au CNRS, préparer le dossier, c'était beaucoup de stress. Ça a marché à force, ça a pris quand même 3 ans. Et aujourd'hui, je peux me dire que finalement, c'était pas juste en forçant la porte pour l'ouvrir, mais que finalement, le CNRS, visiblement, est quand même aussi content de son recrutement, ce qui me fait chaud au cœur, on va dire. Pour ce recrutement, il y a une deuxième personne, à part mon épouse, qui a été instrumentale, c'était Philippe Sautet, qui a ouvert la porte du laboratoire de chimie et qui m'a permis de persister et persévérer dans cette voie vers le CNRS. Maintenant, il est en Californie et ça se passe très bien pour lui et pour moi aussi, donc tout va bien. Néanmoins, la transition, ça n'a pas été forcément très facile et c'est entre autres à ce moment-là et déjà avant que Karine Michel du laboratoire a été en soutien vraiment remarquable pour la recherche, pour la collaboration, pour l'introduction dans le monde quand même assez complexe de la recherche en France. Mais on continue de collaborer et c'est vraiment un grand plaisir. Bien sûr, tout le laboratoire avec tous ses membres permanents, non permanents, qui ont travaillé avec moi ou qui ont pris le café ou le thé plutôt pour moi. Pendant toutes ces années, c'était un grand plaisir pour l'atmosphère très collégiale et très focalisée sur le travail et sans s'accroche. Et ça continue d'être un grand plaisir de travailler dans cet environnement. Finalement, tous ces travaux n'auraient pas été possibles sans les doctorants et doctorantes excellentes que j'ai eu le plaisir et le privilège d'encadrer pendant toutes ces années. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu avancer autant, que nous avons pu avancer autant et que nous avançons toujours. Les postdocs, bien sûr, aussi, mais finalement, en réfléchissant, c'est vraiment surtout les doctorants et doctorantes qui ont permis ces avancées. Donc, merci à eux d'avoir confié une partie importante de leur chemin vers l'avenir dans mes mains. Merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui. Merci. Nous étions donc à l'École normale supérieure de Lyon. Nous traversons Lyon, nous arrivons sur le campus CNRS en bordure de la Drôme pour parler des travaux de Chantal Lorenz de l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon. On va lui remettre une médaille de cristal aujourd'hui. On découvre tout cela en vidéo. Je suis Chantal Lorenz, ingénieure de recherche en chimie analytique à l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon. Au sein de ce laboratoire, j'ai plusieurs missions. Je suis responsable d'une plateforme de caractérisation, IRCATEC, qui regroupe un ensemble de techniques de caractérisation et d'équipements mutualisés. Le mieux, c'est que je vous montre. J'anime une équipe d'une dizaine d'ingénieurs et de techniciens experts dans différents domaines d'analyse physico-chimique. Organisée en 7 services, la plateforme répond aux nombreuses demandes des chercheurs et du laboratoire, mais également de partenaires académiques et ou issus du monde industriel. Mon rôle de responsable de cette plateforme me permet de mettre en synergie l'activité et les compétences des personnels des services. Au sein de cette plateforme, je suis responsable du service de caractérisation par résonance magnétique nucléaire, la RMN. Recrutée en 2001 à Lyon en tant qu'ingénieur d'études, j'ai pris en charge et développé le service de RMN des solides et adapté cette technique à la caractérisation des catalyseurs hétérogènes.
Cette technique permet d'obtenir des informations sur la composition et la structure des matériaux. Je développe aussi des techniques de RMN spécifiques à l'étude des milieux liquides, tels que des suivis de réactions catalytiques in situ ou ex situ. Cette activité est très riche en interactions, car je forme de nombreux étudiants à l'utilisation des spectromètres et de nombreux chercheurs sollicitent cette technique de caractérisation. Depuis 2009, je développe au sein d'une des équipes de recherche du laboratoire une technique séparative adaptée à l'analyse des produits issus de réactions catalytiques. Grâce aux résultats obtenus, on peut ainsi évaluer les performances des nouveaux catalyseurs préparés et développés au laboratoire et élaborer des schémas réactionnels complexes. Cette technique de chromatographie bidimensionnelle en phase gazeuse permet d'obtenir énormément d'informations sur la composition chimique de mélanges complexes. Elle permet aussi de rechercher et tracer une molécule d'intérêt ou famille de molécules parmi plusieurs milliers d'autres molécules en mélange. C'est un peu comme si vous cherchiez une aiguille dans une botte de foin. Grâce à des détecteurs spécifiques couplés, tels qu'un spectromètre de masse à temps de vol ou un spectromètre VUV, nous pouvons identifier toutes ces molécules grâce à leur spectre caractéristique et unique. Nous obtenons donc des informations sur l'aiguille, mais plus globalement sur la nature de la botte de foin. Par exemple, ces outils nous permettent de détailler la composition des liquides étudiés dans le cadre de projets de recherche sur la valorisation de biomasse pour la production de carburants de nouvelle génération. Une première étape de pyrolyse catalytique du bois produit une huile très visqueuse. Cette bio-huile contient quelques milliers de composés, mais ne peut pas être utilisée directement en tant que carburant. Un second traitement, catalytique aussi, permet de convertir ces molécules et obtenir un liquide dont la composition est similaire à celle des carburants issus du pétrole. Toutes ces informations sont visualisées par une imagerie bidimensionnelle, voire tridimensionnelle, où chaque volume représente une molécule différente. Ce que j'apprécie tout particulièrement dans mon métier, c'est de relever les défis analytiques en mettant en place des outils et des méthodologies pour répondre aux problématiques des chercheurs. Et je souhaite bien sûr associer l'ensemble de mes collègues avec qui je travaille au quotidien à la distinction qui m'est faite à travers cette médaille de cristal. Et pour parler de ces travaux, de nouveau, Mehran Mostafavi, CNRS Chimie. Et c'est dur de se voir en vidéo, mais elle était super, elle aussi, cette vidéo. Alors, c'est la première fois dans l'existence de ces distinctions qu'on est en avance. Voilà. Vous pouvez parler lentement. Ça fait plaisir de venir une deuxième fois ici, ce qui montre que la chimie est très active sur ce site et il y a d'excellents éléments qui travaillent à Lyon pour faire progresser la chimie. La directrice de l'unité, Madame Pinel, est là, dans cette salle. On peut poser la question, est-ce qu'on peut imaginer ce Lyon sans ces plateformes? Non, la réponse est très claire. Et s'il n'y a pas des ingénieurs qui s'occupent de ces plateformes, de leur maintenance, de leur progression, de leur développement, il est impensable de produire, de publier. Donc, les chercheurs, en fait, s'appuient sur un personnel remarquable qui font tout pour que la science avance. Si je peux dire un mot de Madame Chantal Lorenz, très court, c'est que pour moi, elle est en résumé un agent très motivé, dynamique, mais humble et très réservé. Ce n'est pas des agents qui vont chercher des prix ou des distinctions, mais je pense qu'elle brille suffisamment comme un cristal au sein du laboratoire pour qu'elle soit reconnue et identifiée par les responsables. Elle a été recrutée comme technicien au laboratoire à Nancy, je pense, en 1994. Donc elle a réussi à passer avec son dynamisme l'ensemble des étapes et actuellement ingénieur de recherche qui est responsable d'un panel de plateformes très diverses, de la microscopie électronique, RDX, RMN, chromato, spectro de masse. Vraiment, il y a tout sous sa responsabilité.
c'est parce qu'elle a fait des études en même temps que son travail au CNAM pour avoir le titre d'ingénieur et ensuite passer les concours. Et cette volonté d'aller à l'avant l'a amené même d'intégrer une équipe de recherche, de publier des articles avec cette équipe, de discuter des résultats, pas seulement de faire des mesures, mais aussi de discuter des résultats. Donc ce qui fait que, tout en gardant ses responsabilités de la coordination et maintenance et développement de l'ensemble des plateformes, elle a aussi une activité de recherche au sein de l'équipe. Et l'ensemble de ces missions qu'elle assure avec brio la conduisent à intégrer non seulement avec l'ensemble du personnel du laboratoire, mais aussi avec les collègues académiques et industriels au niveau national. Elle a aussi des interactions avec des laboratoires proches, comme l'ISA, pour travailler avec les services techniques de ces laboratoires. Toujours très discrète, elle est reconnue comme l'interlocutrice de choix pour de nombreux collaborateurs. Donc, où est Chantal? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Quel appareil? Quelles mesures? Etc. La personne clé, en fait. Donc, pour toutes ces raisons, le cristal de CNRS, c'est une reconnaissance tout à fait méritée de la qualité, de l'engagement et du professionnalisme de Madame Chantal Laurens dans son accompagnement de la recherche. Mehran, je vais vous inviter à venir vers moi. Laurent Barbieri va m'en joindre également pour remettre à Chantal cette médaille de cristal. Chère Chantal, chère Chantal, vraiment c'est un grand plaisir. En plus, on est voisins, on se voit régulièrement, et je merci à Mehran de ces mots. C'est vraiment très significatif. J'ai le plaisir, l'honneur de vous remettre ce cristal au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit. Bravo, merci. Alors attention, elle est très fragile. Je le dis pour les lauréats de la médaille. Voilà. Alors, j'ai noté mon texte parce que sinon j'oublie la moitié des choses que je voulais dire. Donc voilà, merci beaucoup pour cette belle récompense. Donc, je voulais remercier le CNRS et CNRS Chimie de cette très belle médaille. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont proposé à cette distinction, Catherine Pinel, Christophe Jantet et Christian Georges, directeur adjoint du laboratoire et directrice du laboratoire. Comme je l'ai souligné dans la vidéo, j'associe également à cette distinction toutes les personnes avec qui je travaille directement, ce qui inclut quand même, comme dit, une grande partie du laboratoire. Donc, plus spécialement, je voudrais y associer mes collègues de la plateforme de caractérisation qui me côtoient, pour certains depuis plus de 20 ans, et qui, par leur travail, apportent une contribution essentielle aux recherches menées au laboratoire. Je voudrais aussi faire un remerciement spécial à mes collègues de l'équipe 4N, avec qui je travaille et avec qui j'apprécie vraiment de collaborer sur des projets de recherche. Ils sont toujours prompts pour me lancer des défis, pour analyser des matrices biscornues, des matrices et des mélanges infâmes, mais j'aime bien ce type de challenge. Et enfin, je voudrais également remercier les personnes qui, tout au long de mon parcours professionnel, m'ont donné les opportunités d'évoluer dans mes fonctions, mes missions et mes responsabilités, tout en me laissant la liberté d'aller où me guider ma curiosité scientifique, chose qui est vraiment appréciable dans nos métiers d'appui à la recherche. Et un dernier grand merci à ma famille et mes amis qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce qu'il y a de bien au CNRS, c'est qu'on peut passer quelquefois sans s'en rendre compte d'une discipline scientifique à une autre. Là, nous allons faire un saut dans le domaine des sciences informatiques. On voit où est Hirse Lyon, du coup. Hein. Voilà.
Et nous allons parler des travaux d'un lauréat de la médaille de bronze, Édouard Bonnet, en images tout d'abord. Je suis chercheur au laboratoire de l'informatique du parallélisme, dans l'équipe MC2, modèle de calcul combinatoire complexité. Très tôt, j'étais passionné par les jeux, les puzzles, les énigmes mathématiques. Puis à l'adolescence, j'ai découvert la programmation et ses règles simples et aussi universelles. Après mes études, j'ai fait une thèse à l'université Paris-Dauphine, puis des post-docs à Budapest, Londres et Lyon. Mes travaux portent sur l'algorithmique des graphes, mais le mieux, c'est que je vous montre. Un algorithme est l'abstraction d'un programme ou code informatique, c'est-à-dire une suite finie d'instructions que sont changer la valeur d'une variable, faire une chose plutôt qu'une autre selon qu'une condition est ou non vérifiée, retourner à une certaine ligne de notre algorithme, renvoyer une expression et terminer. Un algorithme s'exécute alors sur une entrée et produit éventuellement une sortie. On peut être plus demandant sur la définition d'un algorithme et exiger qu'il termine et résolve un problème donné. Les graphes sont partout, réseaux biologiques, informatiques, sociaux, réseaux de transport, de neurones. Même quand un problème ne porte a priori pas sur des graphes, mais par exemple sur des formules logiques, du texte ou des objets géométriques, un graphe auxiliaire peut avoir son importance pour résoudre tout ou partie du problème. Pour cela, une grande partie des efforts en algorithmique sont tournés vers les graphes. Les réseaux en pratique sont structurés et cela est quantifié en théorie par des paramètres, comme le degré, c'est-à-dire le nombre maximum de voisins d'un sommet, ou la proximité à une structure arborescente. Ce dernier paramètre, dont la définition remonte aux années 70, a lancé des travaux jusqu'à maintenant ininterrompus sur les décompositions arborescentes et leur exploitation algorithmique. En 2020, j'ai introduit avec mes collègues Eun-Jung Kim, Stéphane Thomasset et Rémi Vatrigan une nouvelle décomposition de graphes, les suites de contractions, et leurs paramètres associés, la twin width. Cette notion est plus générale que les décompositions arborescentes et est basée sur un schéma dynamique de réduction du graphe en contractant pas à pas ses sommets. Si cela peut être fait en créant peu d'erreurs pour chaque sommet, les arêtes rouges, un algorithme peut avantageusement exploiter cette suite de contractions. Quelque chose qui me plaît dans mon travail, c'est de trouver le bon point de vue, unifier et simplifier les connaissances actuelles pour les rendre plus accessibles et généralisables. J'aime aussi la collaboration scientifique, les échanges, les discussions, ce cheminement collectif dans l'espace des idées et bien sûr la découverte. Et pour parler de ces travaux, j'appelle donc Olivier Serre, directeur adjoint scientifique de CNRS Sciences Informatiques. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir fait la liaison sciences informatiques. Ça a été un point important de mettre un S. Chers et chers collègues, cher Édouard, j'ai l'honneur, le plaisir, en cette fin d'après-midi, de remettre à Édouard Bonnet, au nom de notre PDG, la médaille de bronze du CNRS qui récompense les premiers travaux d'un chercheur, d'une chercheuse, prometteur dans son domaine. Comme vous venez de le voir dans le petit film qui vient d'être projeté, Édouard a un parcours déjà bien riche pour ses 33 ans. Formation doctorale à l'université Paris-Dauphine, au LAMSAD, plusieurs post-docs qui l'ont successivement mené à Budapest, à Londres, à Lyon. Dernier postdoc financé par le LabEx Million, qui a énormément contribué à l'attractivité du site. J'en profite pour passer un petit message subliminal. Donc, ville de Lyon, où il a finalement posé ses valises lorsqu'il a été recruté en 2018 comme chargé de recherche au CNRS et affecté au laboratoire d'informatique et du parallélisme, le LIP. Donc, dans ce type de discours, j'aime bien prendre le risque de parler un peu de la science des médaillés. En plus, vous en avez déjà eu un aperçu, donc je vais redétailler un tout petit peu. Édouard travaille en algorithmique des graphes. Donc les graphes, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des objets très simples. Si je schématise, c'est des ronds reliés entre eux par des traits. Donc dit comme cela, ça a l'air un peu ridicule. Ceci étant, ce sont des objets fondamentaux parce qu'ils permettent de modéliser de nombreux problèmes issus de disciplines très très variées. Ce modèle pose de nombreuses questions de nature mathématique, également de nature algorithmique. Ici, lorsque je parle d'algorithme, je parle d'une procédure automatisée pour répondre à une question, ici sur un graphe, question qui peut être formulée par exemple dans un formalisme logique qui est juste la traduction formelle d'une assertion que vous pourriez exprimer en langue naturelle.
Donc un peu comme dans un discours de remise de médaille, un algorithme va se devoir d'être à la fois rapide et efficace. Alors je sais bien qu'on est un peu en avance, mais normalement, voilà, un algorithmique, on essaye d'aller vite et on essaye aussi de répondre sans erreur. Les graphes, par contre, ils peuvent être très gros, en particulier lorsqu'ils viennent d'applications de la biologie, des sciences humaines ou autres. Ils peuvent aussi avoir une structure qui est complexe et dès lors, les informaticiens, comme Édouard, vont chercher de trouver des critères en fait, qui vont permettre de caractériser les graphes sur lesquels, même lorsqu'ils sont très gros, on va pouvoir résoudre de façon efficace les questions algorithmiques. Donc cette quête, en fait, elle a connu une première étape majeure, elle a été mentionnée tout à l'heure dans le film, à la fin des années 70, début des années 80, avec l'introduction d'un paramètre donc, qui s'appelle la largeur arborescente, et qui, d'une certaine façon, mesurait à quel point un graphe ressemble à un arbre. D'accord ? Donc pas forcément un arbre de la nature, mais un peu la même chose, donc une structure qui va se brancher, qui est en fait une forme de graphe particulièrement simple. Et donc si on sait borner ce paramètre, alors algorithmiquement on va savoir résoudre toute une famille de problèmes de façon efficace. C'est un théorème célèbre en fait qui est dû à Courcelle, je le mentionne parce que pour moi c'est un des plus beaux théorèmes de l'informatique fondamentale. Et depuis 40 ans, il y a des générations entières de chercheurs qui essayent d'étendre ce type de résultats. Et en 2020, il y a eu un tournant décisif qui a été obtenu par Édouard, par Eun-Jung Kim, par Stéphane Thomassé, par Rémi Vatrigan, avec l'introduction d'un nouveau paramètre qui s'appelle la twin width. Et depuis, ce domaine de recherche a été complètement renouvelé et de très nombreux travaux autour de la twin width, dont une grande partie implique Édouard Bonnet, ont vu le jour. Il me semble important ici de souligner que dans un monde de la recherche qui met souvent les individualités en avant, c'est d'ailleurs un peu le cas aujourd'hui avec cette médaille de bronze, il y a dans les travaux d'Édouard une vraie cohésion de groupe et que c'est une qualité cruciale et plutôt rare à ce stade de la carrière que d'arriver à entraîner et à fédérer autour d'une ligne de recherche. Donc Édouard, par ta vision de ton domaine, tu es aujourd'hui un leader internationalement reconnu en algorithmique des graphes. Tu fédères, tu animes ta communauté, tu formes de jeunes chercheurs, ta production scientifique est impressionnante. C'est donc pour toutes ces raisons que cette médaille que tu reçois aujourd'hui est plus que méritée et la promesse d'une suite de carrière qui sera, à n'en pas douter, des plus brillantes. Venez me rejoindre. J'appelle également Édouard Bonnet pour procéder à la remise de distinction sous le nom d'un certain Monsieur Bonnet, d'ailleurs, que je vois là. Édouard, au nom du PDG du CNRS, Antoine Petit, j'ai l'immense honneur de te remettre cette distinction plus que méritée. Merci. Merci Olivier pour ton discours, très flatteur. Je remercie le CNRS. Je suis très honoré de recevoir cette médaille. Je vais commencer par... je vais remercier tous les gens qui ont rendu cette obtention possible. Et je voudrais commencer par Nicolas Trottignon, que je vois dans la salle, mon chef de laboratoire et d'équipe, et mon collègue et ami, et au travers lui, tous mes collègues du LIP et de l'équipe MC2, pour tout ce qu'ils m'apportent chaque jour et tout ce qu'ils m'ont appris. Karl, merci d'être venu. Je suis vraiment content que tu sois venu. Bien sûr, mes collègues ne se limitent pas au LIP et à Lyon. J'ai appris beaucoup de collègues extérieurs au LIP, en France et à l'étranger, par des visites de recherche, que ce soit quand ils viennent me rendre visite à Lyon ou quand je vais les voir. Je veux remercier mes proches, bien sûr, qui je dois cette médaille tout autant. Alexandra, mes parents, Louise et Guillaume, la petite Alice et la grande Alice. Merci d'être venu me voir à Lyon, ça m'a fait très plaisir. Voilà, merci beaucoup.
Nouveau sujet, nouveaux travaux, des travaux qui font la passerelle entre plein de disciplines. Vous allez voir, ce sont ceux de Sophie Gaillard que nous allons découvrir en vidéo. J'ai intégré le CNRS en 2003 après une formation en mesures physiques, analyse et contrôle à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Aujourd'hui, je suis ingénieure en expérimentation préclinique IRM sur la plateforme Pilote, une plateforme expérimentale préclinique du laboratoire Creatis, qui est le centre de recherche et d'acquisition au traitement de l'image pour la santé. Le mieux est que je vous montre. J'ai sur le suivi, la maintenance et la métrologie des IRM 7 Tesla et 11.7 Tesla. Je réalise aussi différentes acquisitions IRM selon les besoins des porteurs de projets. Je me suis formée à l'expérimentation animale et j'ai développé une expertise sur l'acquisition d'images synchronisées sur les mouvements physiologiques de l'animal. Pilote est une plateforme ouverte qui mutualise les modalités d'imagerie optique, ultrasons et résonance magnétique de Creatis, modalité majeure en technologie pour la santé. Pilote permet aux utilisateurs académiques et industriels de répondre à des problématiques complexes dans le domaine de la biologie ou des biomatériaux par exemple. Ma première contribution sur cette plateforme est le suivi, la maintenance et la métrologie des IRM précliniques 7 Tesla et 11,7 Tesla. Plus de 200 000 fois le champ magnétique terrestre. En IRM, tout est grandissime. Une installation IRM, c'est comme un gros aimant de plusieurs tonnes, de l'électronique de puissance qui nécessite de la haute tension, un froid intense pour maintenir le champ magnétique, pour observer quelque chose de petit dans, par exemple, l'organe du souris de quelques dizaines de grammes qui donnera un signal très faible. L'image obtenue aura une résolution de quelques dizaines de micromètres. La métrologie a donc toute son importance et permet la confiance des mesures. Pilote a donc développé un outil, Colcaral, qui permet de suivre l'évolution et les performances des résonateurs radiofréquences, élément essentiel dans la chaîne d'acquisition. Une autre contribution est d'apporter aux chercheurs utilisateurs de la plateforme Pilote mon expertise dans la conception des protocoles IRM et des projets de recherche qui incluent des modèles animaux, comme le projet ISHC Myéline, qui s'intéresse à la sclérose en plaques. J'ai accompagné Hélène Ratinet, chargée de recherche chez NRS, sur la mise en place d'un protocole sur le cerveau de rat. Une cohorte d'une 30aine de rats a été suivie sur plusieurs mois. Le but, détecter, caractériser et quantifier les atteintes de la gaine de myéline pendant l'évolution de la pathologie. Je réalise également des prestations pour d'autres laboratoires. J'ai piloté pendant plusieurs années des acquisitions sur un suivi de modèles murins pour caractériser et localiser le développement des tumeurs hépatiques. Et pour aider à répondre aux besoins et attentes des utilisateurs, la plateforme est engagée dans une démarche qualité et d'amélioration continue. Démarche que j'anime en tant que responsable management de qualité et qui a mené la plateforme Pilote à être certifiée ISO 9001 en janvier 2023. Ce que j'aime dans mon travail est la diversité de mes activités, de contribuer à l'imagerie préclinique pour un transfert à l'imagerie clinique. Mon épanouissement passe aussi par le travail en équipe, collaboratif et dynamique, qui pour moi permet de plus grandes avancées scientifiques. Et de nouveau Olivier Serre pour parler de ses travaux. Donc, chers collègues, chère Sophie, nous avons l'honneur et le plaisir de remettre à Sophie Gaillard la médaille de cristal du CNRS qui distingue les femmes et les hommes, personnels d'appui à la recherche qui, par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l'innovation contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Aujourd'hui, cette médaille récompense le travail d'une ingénieure de talent qui maîtrise toutes les phases expérimentales permettant l'acquisition de la donnée. On parle ici d'un savoir extrêmement diversifié. Sophie a une formation universitaire qui l'a conduite à un DSS de mesures physiques avec le désir de faire du contrôle qualité. Comme le domaine était alors un peu bouché dans le secteur privé, m'a-t-elle dit, sur les conseils de sa belle-sœur, elle s'est penchée sur les concours d'ingénieurs du CNRS et a été recrutée en 2003 comme assistante ingénieure au laboratoire de résonance magnétique de Lyon. En 2010, suite à la fusion avec Creatis, elle a rejoint la plateforme d'imagerie expérimentale Pilote qui était alors en construction. Elle s'est formée à l'acquisition IRM et à l'expérimentation animale. La plateforme Pilote, dont elle est depuis 2021 la responsable fonctionnelle, regroupe l'ensemble des équipements expérimentaux du laboratoire pour les modalités IRM, ultrasons et optique.
Elle est utilisée bien évidemment par les collègues du Creatis, mais elle est également ouverte aux académiques et aux industriels. Sophie conçoit par exemple des protocoles d'acquisition d'images synchronisés sur le mouvement physiologique de l'animal. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, l'idée est de faire avec des IRM bien plus précis que ceux que vous allez pouvoir trouver en milieu hospitalier par exemple. Donc avec ces IRM, l'idée est de faire de l'imagerie de rats qui, je vous rassure, sont préalablement anesthésiés. Pour cela, l'animal est mis dans une boîte où du gaz anesthésiant est envoyé, ce qui permet ensuite de l'équiper d'un masque qui maintient l'anesthésie durant la capture IRM. Il s'agit alors de synchroniser l'acquisition de l'image entre l'inspiration et l'expiration suivante. Selon les recherches à mener, ce sont des images du cerveau ou du foie qui vont être ainsi réalisées. Très attachée à la mise en œuvre d'une démarche de qualité au sein du laboratoire, Sophie Gaillard a ainsi entrepris la description et la mise en œuvre des protocoles qui composent l'activité scientifique, technique et documentaire de la plateforme qui s'est vue récompensée récemment par la certification ISO 9001. Un dernier point sur lequel je voudrais insister est l'implication très importante qu'a Sophie dans son rôle d'assistante prévention. Elle a pratiquement eu ce rôle depuis le début, depuis 2007, elle a eu pratiquement ce rôle en continu. Elle y a été sensibilisée d'une part par une expérience personnelle, mais aussi dès son stage de fin d'études dans le secteur de la chimie. Dans un environnement comme celui du Creatis, où, comme vous l'avez vu, vous avez des champs magnétiques très puissants, de la cryogénie, des produits chimiques dangereux, la prévention est évidemment quelque chose de fondamental, mais Sophie vous rappellera également que c'est le cas dans tous les environnements, même dans les bureaux les plus conventionnels. Sophie, pour inventer, développer les processus cliniques de demain, il nous faut des ingénieurs de ta trempe qui savent accompagner le développement d'outils en gardant en tête leurs évolutions futures et en ayant le souci permanent d'améliorer le service à ses utilisateurs. Il faut des gens comme toi qui savent aussi animer et faire grandir les équipes. C'est pour te récompenser de tout cela que tu reçois aujourd'hui cette médaille de cristal. Sophie Gaillard nous rejoint, Laurent Barbieri également. Descendez, rejoignez-nous et on va procéder à la remise de distinction, médaille de cristal. On va essayer d'arriver au bout. Chère Sophie, au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous remettre ce cristal. Merci beaucoup. Merci Monsieur le délégué, merci Olivier. Un collègue m'a dit un jour que la médaille de cristal, c'était le Graal pour un ITA. Et je pensais ce Graal inatteignable. Alors je remercie le CNRS, l'Institut, le directeur de Creatis, Olivier Boeuf, le responsable de pilote, Kevin Sevekoun. Merci aussi à mes copilotes pour cette réussite collective qui a été la certification ISO 9001 et aussi plus récemment la labellisation Ibiza. J'espère que les biologistes entendent bien qu'on a une labellisation Ibiza. Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Olivier et Denis, car ce que je sais en IRM, c'est eux qui me l'ont appris. Hélène, merci pour ta confiance et tes sollicitations pour tes projets. Je suis aussi très honorée de la présence de M. Briguet, mon premier directeur. Enfin, merci à tous ceux qui sont venus partager ce grand moment avec moi. Mes parents, mes amis, des collègues avec qui je collabore. Merci à tous. Nous allons continuer cette cérémonie avec une nouvelle médaille de cristal, alors de nouveau en image, mais je précise, avant la prochaine vidéo peut-être, que ces vidéos ont été réalisées par le réalisateur Fabrice Pimotti, et je le remercie, de même que je remercie Hélène Curva, qui était chargée de cette production dans le service communication du CNRS. Nous allons changer de sujet en parlant sciences de l'ingénierie, et nous allons nous intéresser aux travaux de Philippe Chaudet, en images donc.
Après un diplôme d'ingénieur des techniques de l'industrie spécialité optronique à l'Université Paris 11 et par motivation pour le milieu de la recherche universitaire, j'ai intégré en 2006 le laboratoire de mécanique des contacts et des structures de l'INSA de Lyon. Mon travail consiste à proposer et mettre en œuvre des moyens expérimentaux pour réaliser des essais thermomécaniques de caractérisation de matériaux. Les matériaux que l'on caractérise à différentes étapes de leur cycle de vie, comme la fabrication, l'utilisation en service et la détérioration. Pour cela, je gère avec des collègues chercheurs une plateforme d'essais mécaniques et développe l'instrumentation d'automatisation, mesure et pilotage de nouveaux bancs d'essais mécaniques conçus avec des doctorants du laboratoire. Le mieux, c'est que je vous montre. Dans cette machine de traction, on a mis en place un montage que nous avons conçu pour reproduire, aux besoins de mesures optiques spécifiques, un procédé industriel de mise en forme de renfort à fibre de carbone, étape qui intervient dans la fabrication de matériaux composites dans l'industrie automobile et aéronautique. Les résultats d'essais sont utilisés pour valider les développements d'un logiciel de simulation conçu au laboratoire, PlaceFib. La plateforme d'essai ELI est issue d'une collaboration avec l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Elle a été créée pour reproduire de manière contrôlée les sollicitations thermomécaniques qui seraient appliquées en cas d'accident de dimensionnement sur les gaines en alliage de zirconium qui contiennent le combustible nucléaire. Avec l'instrumentation et un programme de ma conception, l'éprouvette tubulaire en alliage de zirconium est chauffée par induction à plus de 1000 degrés par seconde et filmée pour mesurer l'évolution des températures et des placements de surface avec l'enregistrement des mesures du banc. L'éprouvette est ensuite soumise à une pression interne de gaz qui provoque son gonflement et sa rupture par fluage. Les résultats d'essai ont servi à identifier des lois de comportement au fluage utilisées par l'IRSN pour simuler numériquement ce type d'accident. Le banc pluvio-érosion est conçu dans le cadre d'une thèse en collaboration avec le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique et l'entreprise Safran Electronics and Defense. Il répond au besoin de déterminer les critères et lois d'endommagement sous impact liquide d'un matériau céramique transparent utilisé dans des aéronefs. J'ai automatisé le fonctionnement du banc pour contrôler la longueur, le nombre, la vitesse à plus de 200 mètres par seconde des jets d'eau générés et créé une interface homme-machine sur ordinateur pour lancer les essais et récupérer les mesures. Avec un collègue électronicien, nous avons conçu un système optronique pour mesurer la vitesse des jets d'eau. Dans mon métier, j'aime participer à la mise en œuvre d'expérimentations scientifiques pour des doctorants et étudiants INSA plus que motivés. La satisfaction du devoir accompli me vient de la réussite de leur essai pour l'aboutissement de leur thèse ou projet de fin d'études. Enfin, je suis heureux et fier de travailler au CNRS, qui, par les hommes et femmes qui en font partie, explore des domaines scientifiques passionnants et utiles à la société. Et nous accueillons Anne-Christine Latki, directrice adjointe scientifique de CNRS Ingénierie. Chers collègues, mesdames et messieurs, cher Philippe, il nous revient le privilège de vous remettre au nom de notre PDG, Antoine Petit, la médaille de cristal 2023 du CNRS. C'est un honneur de souligner la qualité des activités que vous avez menées et pour lesquelles le collège de direction du CNRS a choisi de vous distinguer. Vous êtes un ingénieur clé dans le développement de bancs d'essais nouveaux et uniques dans le cadre de nombreux programmes de recherche de l'unité, le LAMCOS. Certains dispositifs permettent aux équipes du LAMCOS d'avoir une reconnaissance internationale dans les domaines concernés. Le plus emblématique de ces dispositifs expérimentaux est probablement le banc d'essai ELI, que l'on a vu là dans le film, donc c'est parfait. Simulateur de conditions thermomécaniques d'un accident de dimensionnement ou de réactivité dans une centrale nucléaire développée dans le cadre d'une collaboration de 3 thèses avec l'IRSN et EDF, pareillement nommées dans le film. L'objectif du banc d'essai est d'obtenir une cartographie finement résolue, spatialement et temporellement, de la température et des déplacements en surface de l'éprouvette pendant l'essai. C'est un banc d'essai unique sur le plan national et international. Bravo. Outre votre contribution à la mise en œuvre de bancs d'essai, vous investissez dans diverses activités transverses de l'unité, assistant de prévention du laboratoire et mise en conformité des moyens et des procédures vis-à-vis des règles d'hygiène et de sécurité. En particulier,
il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre de la crise sanitaire, vous avez été garant de la reprise des expériences sur la plateforme en appliquant les mesures sanitaires appropriées. La médaille de cristal distingue des femmes et des hommes personnels d'appui à la recherche qui, par leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens de l'innovation contribuent aux côtés des chercheurs et des chercheuses à l'avancée des savoirs et à l'excellence de la recherche française. Pour cette distinction, il a fallu toutes vos qualités techniques auxquelles s'ajoute un investissement sans faille pour le collectif. Nul doute que vous méritez amplement cette médaille et nous vous félicitons sincèrement pour cette belle distinction. Et je vous invite à venir nous rejoindre, de même qu'Anne-Christine Latki et Laurent Barbieri, pour la remise de cette médaille de cristal CNRS 2023. Ça va être pour la photo après, cher Philippe. Cher Philippe, au nom du président directeur général du CNRS, Antoine Petit, j'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre cette médaille de cristal. Félicitations, merci beaucoup. Bravo. Alors, merci au CNRS ainsi qu'à Hélène et Fabrice pour cette distinction. Je me sens le héros d'un jour. Merci à Julien, Ruochenn et Pierre pour avoir participé au tournage. Merci à mes collègues et amis du LAMCOS, LMFA, Mathéis, Géomas et GM pour leur joie de vivre et enthousiasme scientifique au quotidien. Merci à l'INSA de Lyon qui, par son excellent environnement de travail et la qualité de ses personnels et élèves, a entretenu ma motivation pour ce métier. Merci à ma famille pour leur amour et soutien indispensable. Longue vie à la recherche scientifique. Alors on a vraiment creusé l'avance. Vous allez avoir une longue pause pour ceux qui restent à la deuxième partie de cette cérémonie des talents CNRS. Alors, si je ne me trompe pas, nous remettons maintenant une médaille d'argent. La médaille d'argent d'Éric Maire, toujours dans le secteur des sciences de l'ingénierie vidéo. La science des matériaux, c'est une discipline un petit peu mystérieuse pour les non-initiés, parce que ça fait appel à un mélange de sciences de base, que sont par exemple la mécanique ou la physique ou la chimie. Alors, moi, personnellement, je suis tombé dans la science des matériaux quand j'étais tout petit. J'ai fait tout mon cursus en sciences des matériaux, licence et maîtrise, diplôme d'ingénieur, postdoc au Canada, jusqu'à mon embauche au CNRS, dans la section 9, dans le laboratoire matériaux, ingénierie et sciences. Dans cette discipline, on essaye de relier les propriétés mécaniques à la structure des matériaux, à différentes tailles, à différentes échelles, de l'échelle de l'atome jusqu'à l'échelle de l'éprouvette. Un matériau, il faut d'abord commencer par le fabriquer. Le mieux, c'est que je vous montre. Dans l'équipe métal du laboratoire Mathéis, on travaille sur la conception de nouveaux alliages métalliques. Nous pouvons fabriquer ces alliages dans ce four à arc en contrôlant précisément d'abord leur composition. Nous cherchons par exemple à diminuer la teneur en éléments rares, comme le cobalt. Nous pouvons aussi transformer ces alliages sous forme de poudre, dans cette tour d'atomisation. Les poudres ainsi obtenues peuvent servir de base pour imprimer en 3D des pièces de structure complexes. Après impression 3D de ce barreau par exemple, on réalise un traitement à haute température pour solidariser les grains de poudre entre eux. Après fabrication, on obtient des éprouvettes dont il faut déterminer la structure à différentes échelles et mesurer les propriétés, mécaniques principalement dans mon cas, mais aussi ça peut être les propriétés thermiques, acoustiques, électriques. La particularité de mes recherches est que j'observe la structure en même temps que je sollicite le matériau pour mesurer ses propriétés. Ceci est possible parce que j'utilise la tomographie aux rayons X, plus connue sous le nom médical de scanner à rayons X. Cette technique donne une image tridimensionnelle et non destructive de la structure des matériaux.
Ma spécialité, ce sont les essais in situ en tomographie à rayons X. Pour réaliser ces essais, nous avons conçu, avec les ingénieurs du laboratoire, des machines de taille réduite qui s'insèrent à l'intérieur des tomographes. On place l'éprouvettes dans la machine de sollicitation, puis la machine de sollicitation sur la platine de rotation du scanner. On peut ensuite analyser l'état initial de l'échantillon, puis son évolution pour différentes valeurs de la sollicitation. Nous disposons de 2 scanners classiques et nous avons tout récemment inauguré un double scanner, dispositif unique en son genre qui permet d'analyser un même échantillon sous 2 angles de vue simultanément. Ces expériences permettent de mieux comprendre comment les matériaux se modifient, se déforment sous sollicitation, et donc de proposer des solutions d'amélioration pour qu'ils résistent mieux. Ce que j'aime dans mon travail, j'aime tout dans mon travail, ou presque. Par exemple, c'est la liberté du choix de mes sujets de recherche, ce qui m'a permis, dans les 5 dernières années, de m'orienter vers le stockage électrochimique de l'énergie électrique. Ce que j'aime aussi, c'est trouver des petites choses tous les jours, et puis pourtant, pas savoir ce que je vais trouver le lendemain. Pour parler de ces travaux, nous avons l'honneur d'accueillir Lionel Buchaillot, directeur de l'Institut CNRS Ingénierie. Chers collègues, mesdames, messieurs, cher Eric, il ne fallait pas me dire qu'il y avait beaucoup de temps d'avance parce qu'en général, je suis réputé pour dépasser très largement la durée de mes discours. Donc, plus sérieusement, il me revient le privilège de te remettre, au nom de notre PDG Antoine Petit, la médaille d'argent du CNRS. Je vais donc rapidement résumer une carrière très riche et je vais me focaliser sur quelques faits marquants pour lesquels le collège de direction du CNRS a choisi de te distinguer. Alors, tu as débuté, on l'a vu, ta carrière à l'INSA de Lyon où tu as été diplômé en 1990. Puis tu as soutenu ta thèse en janvier 1995 au GEM-PPM, actuellement Mathéis, sur les composites à matrice métallique particulière. Après un séjour postdoctoral en Ontario, au Canada, tu es recruté au CNRS en 1996. Donc pas la même année que moi en fait, parce que moi je suis rentré l'année d'après, tu vois. Ta spécialité est la mécanique et la physique des matériaux en développant des techniques originales d'observation non destructive en 3D, de l'évolution, de mécanismes de déformation et de rupture dans les matériaux par tomographie X, comme tu nous l'as montré dans la petite vidéo qui précédait. Les phénomènes que tu as étudiés vont de l'endommagement menant à la rupture ductile des matériaux métalliques à l'évolution des batteries lithium-ion au cours d'un cyclage électrique, en passant par la déformation des mousses et des matériaux cellulaires qui peuvent être métalliques, mais aussi des polymères ou des céramiques. Alors, le dénominateur commun de toutes ces activités est le développement d'essais in situ, tu l'as bien dit, adaptés à la tomographie, ce qui implique le développement de dispositifs expérimentaux originaux. D'ailleurs, au passage, j'ai remarqué qu'un directeur de recherche faisait encore des manips, et ça, c'est très très bien. Tu as aussi contribué à populariser la simulation numérique basée sur ces images tomographiques qui peut être vue comme une méthode pour tester in silico les propriétés des matériaux. Alors tu affirmes avec grande modestie avoir eu la chance de voir émerger la tomographie X au début de ta carrière. Or, si cette technique a connu un développement formidable au cours des 2 dernières décennies, ce qui en fait aujourd'hui un outil très puissant de la mécanique expérimentale des matériaux, on le doit à un petit nombre de pionniers dont tu fais sans aucun doute partie. Aujourd'hui, tu es reconnu, alors j'aime pas cette phrase qu'on dit toujours au niveau national et international. Au niveau national, ça ne nous intéresse pas au CNRS, c'est surtout au niveau international que ça nous intéresse, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus te concernant. Tu es reconnu donc comme l'un des grands spécialistes de la tomographie X appliquée à la science et à la mécanique des matériaux, que tu as contribué à développer, transmettre et répandre avec dynamisme, compétence et enthousiasme. Tu t'es fortement investi dans toutes les facettes du métier de chercheur, donc des publications de haut niveau bien sûr, y compris des articles à l'état de l'art, encadrement de nombreux jeunes chercheurs, implication au niveau de ton laboratoire en tant que directeur, et ça,
Je sais ce que ça représente, c'est un investissement très important, aussi au niveau de ton établissement et du CNRS au comité national, dans un GDR, dans un GIS, dans une fédération, etc. Alors on ne peut parler de la carrière d'Éric sans évoquer son implication dans le collectif. Et soucieux de la convivialité au sein de ton unité, tu vas créer aussi le groupe des bricoleurs du dimanche, en vue de transformer une simple salle de réunion en véritable pièce à vivre, appelée aussi salle Éric Maire, dans le jargon de l'unité, qui sont des lieux de détente, de partage des repas, des pots de thèse, des tournois de baby-foot, des espaces propices aux discussions scientifiques aussi. La médaille d'argent du CNRS vient couronner l'un de nos plus brillants chercheurs qui apporte beaucoup à la mécanique et à la physique des matériaux. Et cher Éric, donc les travaux de recherche que tu as développés, ton dynamisme, ton aisance à travailler avec tous, ton implication dans le collectif font de toi un modèle pour beaucoup. En conclusion, tu es un chercheur dont la renommée est internationale et c'est donc pour moi à la fois un très grand plaisir et un honneur de te remettre au nom du président directeur général de notre organisme, Antoine Petit, la médaille d'argent du CNRS. Rejoignez-moi. Je l'ouvre. Si vous voulez, dans ce sens. Il n'y a pas de présentoir parce que ça tombait à chaque fois. Voilà, donc cher Éric, après ces quelques mots, c'est un vrai plaisir et un honneur de te la remettre. Elle est très très belle. Tiens, bravo. Bienvenue à ma médaille en 60 secondes. L'ingénierie, on est deux, on vient de passer. On passe après la chimie, la physique et l'informatique. C'est normal parce qu'en fait, l'ingénierie utilise ces sciences, les met en commun pour étudier des systèmes complexes. Alors, je suis directeur de recherche, mais cette médaille est caractérisée par des manips. Je le revendique et je suis un expérimentateur, donc je vais vous faire une démonstration. Le mieux, c'est que je vous montre. Pour vous illustrer le message qui est ensuite, si vous comprenez la petite illustration expérimentale, vous comprendrez ce que je veux faire dans la suite de ce message. En fait, je veux utiliser la caractéristique de réflexion de la lumière de cette médaille pour réfléchir un petit peu de la lumière qui est sur moi aujourd'hui, un peu comme tous mes collègues l'ont fait dans leurs remerciements, et la renvoyer à plein de personnes qui sont dans la salle et à tous les gens que je dois remercier, à qui je dois finalement cette médaille. Donc, caractérisé par de l'expérimental, caractérisé par de la chance aussi, je continue à dire que j'ai de la chance. La chance, alors la première chance, c'est qu'on a fait une répétition tout à l'heure au labo de séance de, entre guillemets, célébration de cette médaille. Et j'ai déjà remercié nommément un nombre très important de personnes qui sont dans la salle. Donc je peux factoriser cette partie, ce qui n'enlève rien à leur contribution. La famille, comme ça a déjà été dit, le laboratoire, les collaborateurs. Je cite quand même mon employeur, le CNRS, donc merci Lionel pour ces mots. Ma tutelle hébergeante, la tutelle hébergeante de Mathéis, l'INSA de Lyon, merci Frédéric d'être là, merci Marie-Christine. Bon voilà, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma carrière et je suis très très content et très honoré et très chanceux de recevoir cette médaille aujourd'hui. Il y a deux catégories que j'ai pas citées tout à l'heure. À nouveau, j'ai de la chance parce que je peux me rattraper maintenant. Donc, on a parlé du personnel d'appui à la recherche, donc non seulement les personnels techniques, comme Philippe juste avant, du LAMCOS, mais aussi les personnels administratifs. Et puis, sans doute les plus importants aussi, ça me permettra de donner le message final, ceux qui font 50% de la recherche académique en France aujourd'hui, c'est quand même les doctorants avec leur travail.
j'ai oublié un petit peu de citer mes quelques dizaines de doctorants. Donc voilà, j'ai l'occasion de me rattraper et je suis très content. Ça me donne l'occasion de donner le dernier message que je voulais... J'ai un micro, j'en profite. Habituellement, on parle de ma profession en ce moment sous des aspects un peu négatifs, de poids, de l'administration. Alors, je ne minimise pas cet aspect, mais je voudrais quand même rappeler, au moins aux plus jeunes qui sont dans cette salle, que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Donc, emparez-vous-en, candidatez, faites-en ce que vous pensez être une bonne chose et vous verrez qu'il vous apportera plein de bonheur, comme pour moi aujourd'hui. Merci. Bravo, venez à mes côtés. Nous allons appeler les autres lauréats de cette cérémonie. Rejoignez-moi, on va faire une photo de groupe. Ça fait plaisir de terminer cette première partie avec un petit mot très optimiste comme ça. Donc vont nous rejoindre ces 4 Nandis, Clotilde, et non Chloé, désolé. Clotilde Cambi-Zerbino, Stéphane Steinmann, Chantal Lorenz, Édouard Bonnet, Sophie Gaillard, vous pouvez bien entendu les applaudir de nouveau. Mettez-vous bien au centre. Et du coup, l'occasion pour moi de vous donner quelques informations techniques. Regardez de l'appareil photo, ça sera mieux. Il va y avoir du coup un long cocktail qui va nous amener jusqu'à 18h45. La deuxième partie de cette cérémonie sera à 19h. Pour accéder à ce cocktail, c'est assez simple. Vous retournez dans le hall, au rez-de-chaussée, vous prenez les grands escaliers centraux et vous montez jusqu'au dernier étage. Voilà. C'est bon pour la photo? Impeccable. Eh bien, à tout à l'heure.